Tu n'as rien à faire ici. Le grade de ton papa ne te sauvera pas quand les vraies balles commenceront à siffler au-dessus de ta tête. Le sergent-chef Kyle Morrison pensait sincèrement protéger les standards sacrés de l'armée lorsqu'il projeta ces mots avec mépris, assez fort pour que la section entière, figée au garde à vous, entende chaque syllabe. Ce qu'il ignorait, c'était que la femme qui se tenait face à lui, imperturbable, avait déjà reçu de vraies balles à des endroits que son niveau d'habilitation de sécurité ne lui permettrait jamais de lire dans un dossier, même s'il vivait 100 ans. Le sergent de première classe Reese, Consinqued, ne répondit pas. Son visage resta de marbre. Elle avait été traitée de pire que ça par des hommes bien plus dangereux, des hommes doués pour les menaces qui reposaient maintenant dans des tombes anonymes que leur famille ne visiterait jamais. Les 47 recrues qui observaient cette dégradation publique n'étaient pas sur le point d'apprendre les bases du métier de soldat. Elles allaient découvrir, de la manière la plus brutale, ce qui arrive quand quelqu'un confond une couverture tactique avec de la faiblesse. Ce que Morrison ne pouvait pas voir sous le tissu rigide de son treillis tout neuf, c'était un tatouage discret en forme de pointe de lance avec le chiffre 1, une marque indélébile qui existait dans des fichiers si classifiés que même son dossier de service officiel avait été entièrement réécrit pour la dissimuler. Qui était-elle vraiment? Fort Moore, en Géorgie, était enseveli sous une chaleur de juillet impitoyable qui faisait scintiller l'air au-dessus du bitume et donnait à chaque respiration un goût métallique de cuivre de poussière. Les vastes champs de tir entourant le premier bataillon du 19e régiment d'infanterie s'étendaient dans l'argile rouge et les pins. C'était là, dans cette fournaise, que l'armée transformait les civils en soldats et triait impitoyablement ceux qui survivraient de ceux qui échoueraient. C'était le centre d'excellence de la manœuvre, le berceau où l'infanterie voyait le jour. Le sergent de première classe Reese Consinqued se tenait en formation à 4h45, alors que le soleil n'était même pas encore levé. À 28 ans, elle se comportait avec ce genre de calme contrôlé, presque surnaturel, qui faisait cligner des yeux les instructeurs les plus aguerris, sans qu'ils comprennent pourquoi. À première vue, elle était banale. 1m70 en bottes, une carrure athlétique mais sans excès, des cheveux foncés attachés en un chignon réglementaire strict et des yeux bruns qui fixaient l'horizon lointain plus que son environnement immédiat. Rien, absolument rien, ne suggérait une capacité au-delà de la compétence standard. Son uniforme était neuf, les plis nets comme des rasoirs, les bottes gardant encore leur éclat d'usine. Elle avait été traitée par la réception la veille avec 46 autres soldats, recevant un équipement identique et des briefings monotones. Pour n'importe quel observateur extérieur, elle n'était qu'un corps de plus, un simple numéro remplissant une place d'entraînement dans le dernier cycle de la compagnie Alpha. Mais si vous nous regardez de n'importe où dans le monde, sachez que certaines histoires restent enfouies profondément sous des tampons rouges, secret défense, tandis que des versions aseptisées finissent dans les dossiers officiels accessibles au public. La vérité sur ceux qui servent dans l'ombre et ce qu'ils ont réellement accompli correspond rarement à la paperasse administrative. Le lieutenant-colonel Patricia Vance commandait le bataillon d'entraînement et avait personnellement, et discrètement, placé Consinqued dans ses compagnies spécifiques, bien que l'ordre d'affectation indiquât une distribution standard après autorisation médicale. Vance avait 52 ans, elle était svelte, direct, avec 26 années de service incluant du temps précieux comme officier de renseignement militaire en soutien aux opérations spéciales. Lorsqu'elle avait examiné le véritable dossier personnel de Consinqued, celui nécessitant une habilitation TSSI de très haut niveau pour y accéder, les vides noirs et les parties censurées lui avaient dit tout ce qu'elle devait savoir sur la femme qu'elle accueillait. Statut officiel. Médicalement apte au retour en service après rééducation intensive suite à des blessures de combat. Affecté au 1 à 19 pour évaluation des capacités physiques avant reclassification. Ce que Vance avait remarqué lors de leur réunion privée, 3 jours plus tôt, c'était la façon dont la main droite de Consinqued se déplaçait occasionnellement, presque imperceptiblement, vers sa cage thoracique gauche, se doigt cherchant un endroit précis à travers sa chemise. Un geste inconscient, un rappel physique d'une douleur fantôme qui avait nécessité 18 mois de lutte pour guérir. Les 46 autres soldats n'avaient aucune idée de qui elle était, au-delà de sa bande patronymique et de son grade cousu sur sa poitrine. Ils voyaient un sous-officier blessé qui recommençait l'entraînement de base dans le cadre d'exigences médicales bureaucratiques. Le soldat de première classe à Michel, 21 ans, originaire de Sacramento, lui avait demandé lors de l'intégration ce qui s'était passé. Consinqued avait simplement déclaré, d'une voix neutre, qu'elle avait été blessée en opération et s'en était tenue là, fermant la porte à toute autre question. Debout près du quartier général de la compagnie, le sergent-chef Kyle Morrison l'observait avec une hostilité active, presque palpable. Il était instructeur depuis 4 ans et croyait fermement pouvoir identifier les problèmes dès la première formation. Pour lui,
Elle représentait la corruption institutionnelle incarnée, quelqu'un qui profitait de relations familiales puissantes plutôt que de mériter sa place à la sueur de son front. Il avait déjà examiné ses documents d'admission et reconnu le nom de famille prestigieux. Le lieutenant-général Robert Consinqued avait été une légende vivante au sein du régiment rangé avant qu'un engin explosif improvisé, un IED, ne le tue brutalement à Ramadi. Morrison supposait avec amertume que la fille surfait sur cet héritage glorieux, que quelqu'un avait tiré des ficellons au lieu pour lui donner une autre chance qu'elle n'avait pas méritée par ses capacités réelles. Il n'avait aucune idée, pas la moindre, de ce qu'elle avait enduré pour mériter chaque cicatrice cachée sous cet uniforme neuf. Rhys Consinqued avait appris le métier de soldat avant même d'apprendre l'algèbre. Son père, alors capitaine Robert Consinqued, lui avait appris très tôt que la réputation sans compétence était une fraude dangereuse, que le seul héritage valant la peine d'être reçu était le savoir-faire technique, et que les gens bruyants compensaient généralement des connaissances inadéquates par du volume. Il avait fait partie du régiment rangé, puis des forces spéciales, puis avait été rattaché à une unité fantôme qu'il ne nommait jamais. Chaque déploiement le rendait plus silencieux, plus introspectif. Elle se souvenait d'avoir eu 11 ans, le regardant faire des exercices de combat rapprochés avec des soldats dans leur jardin à Columbus. Il lui disait que le vrai combat n'était pas comme au cinéma. C'était brutal, laid, épuisant, et généralement fini en quelques secondes. Puis il lui montrait patiemment comment exploiter le levier mécanique contre une force supérieure, comment créer des angles qui annulaient l'avantage de taille d'un adversaire, et comment mettre fin aux confrontations avant qu'elles ne s'aggravent. Il mourut à Ramadi quand elle avait 17 ans. Un véhicule piégé transforma son blindé lourdement protégé en un amas d'éclats d'obus tordus. Elle s'engagea 6 mois après l'obtention de son diplôme, avec la signature réticente de sa mère et le nom lourd de son père la suivant comme une ombre dont elle ne pouvait s'échapper. Elle survécut à l'entraînement de base et à l'entraînement individuel, avancé sans le moindre incident. Elle gardait la tête basse, performant systématiquement au-dessus des standards, mais sans jamais attirer l'attention. À 23 ans, elle s'était portée volontaire pour la sélection impitoyable des forces spéciales et avait réussi du premier coup. Pas à cause de son nom, mais parce qu'elle arrivait en avance à tout, ne quittait jamais durant les épreuves physiques les plus sadiques et démontrait la capacité innée de son père à lire le terrain et évaluer les problèmes tactiques en un clin d'œil. La véritable transformation, celle qui forgea son âme, eut lieu lors de sa 3e rotation avec le Combat Application Group, l'unité qui n'existait pas officiellement et n'apparaissait jamais sur les listes de déploiement public. Elle avait été l'une des 6 femmes de son cycle d'évaluation, et la seule, l'unique, à avoir terminé le cursus complet. L'opération qui changea tout était censé être chirurgicale. 96 heures d'action directe ciblant un réseau terroriste de haute valeur en Syrie, près de la frontière turque accidentée. À la 71e heure, leur source fut compromise. Le bâtiment cible était un piège délibéré, une souricière. Il s'était infiltré dans des zones de tir croisés en terrain urbain dense, conçues par quelqu'un qui comprenait intimement les tactiques des petites unités américaines. Rhys se souvenait du son, gravé dans sa mémoire. Le claquement sec et spécifique du 7.62 frappant la maçonnerie autour d'elle. La façon dont la voix de son sergent d'équipe restait parfaitement égale à la radio, même alors que des éclats de grenades lui ouvraient le visage du front à la mâchoire. Elle se souvenait d'avoir tiré 2 coéquipiers blessés, plus lourds qu'elle, dans une structure offrant une protection balistique minimale, ses mains exécutant le protocole médical d'urgence pendant que son cerveau calculait froidement les champs de tir et les positions ennemies probables. Ils avaient tenu ce bâtiment en ruine pendant 3 heures et 40 minutes sous un feu d'enfer en attendant l'extraction. Elle avait soigné 4 blessés graves, coordonné l'appui aérien rapproché avec précision et pris des décisions tactiques vitales qui avaient maintenu tout le monde en vie jusqu'à l'arrivée rugissante des hélicoptères. Lorsqu'il fut enfin dans les airs, en sécurité, et qu'elle regarda ses mains couvertes de poussière et de sang, elle ne tremblait pas. Pas une seule seconde. 22 mois plus tard, un IED caché lors d'une action directe classifiée en Afrique de l'Ouest lui déchira le flanc gauche, fracturant 3 côtes et perforant son poumon. Elle avait survécu uniquement parce que le médecin de son équipe était exceptionnel. Elle avait été placée sur la liste de retraite temporaire pour invalidité car les dommages physiques nécessitaient une réparation chirurgicale étendue et une rééducation longue et douloureuse. Le tatouage sur sa cage thoracique, la pointe de lance noire avec le chiffre 1 en dessous, marquait son cycle d'évaluation réussi. Tous ceux qui terminaient la sélection infernale du CAG en recevaient un. C'était la seule preuve physique de ce qu'elle avait fait, et cela restait caché, secret, sous chaque uniforme qu'elle portait.
Elle avait passé 14 mois à se battre contre la séparation médicale, arguant avec férocité qu'elle pouvait retrouver sa capacité opérationnelle totale. Le compromis de l'armée fut le suivant. Compléter un programme de retour au service surveillé, incluant une évaluation physique rigoureuse dans un environnement d'entraînement contrôlé, prouver une capacité totale sur tous les indicateurs, puis attendre une détermination de réaffectation basée sur les performances documentées. Elle avait accepté sans hésiter parce que l'alternative était le départ, la vie civile, et elle n'avait pas fini. Son père lui avait dit un jour que mourir au combat était plus facile que de vivre après 100 buts. Elle comprenait cela maintenant d'une manière viscérale qu'elle n'avait pas saisie à 17 ans. Le sergent-chef Kyle Morrison avait 35 ans et avait construit toute son identité d'homme autour du fait d'être plus dur, plus résistant que les soldats qui l'entraînaient. Il avait grandi dans le Tennessee rural où son père travaillait dans la démolition et croyait que tout ce qui valait la peine d'être possédé nécessitait de la souffrance pour l'obtenir. Il avait porté cette conviction brute dans l'armée sans jamais poser de questions. Il s'était déployé 2 fois en Afghanistan avec un bataillon d'infanterie, avait gagné une médaille pour valorisation lors d'une fusillade intense près de Kandahar et avait passé 4 ans comme instructeur à enseigner aux jeunes soldats que le confort dégradait inévitablement la capacité de combat. Ce qui le rendait efficace, c'était sa certitude absolue, inébranlable. Il croyait sincèrement que les standards institutionnels s'effritaient sous la pression politique moderne. Mais ce qui le dérangeait plus que tout, c'était le népotisme. Les gens qui surfaient sur des noms de famille qu'il n'avait pas mérités. Lorsqu'il avait vu le nom de Consinqued sur sa liste, ses suppositions semblaient justifiées. La fille du général apparaissant comme un ancêtre recyclé à l'entraînement de base suggérait qu'elle avait échoué quelque part et reçu un traitement de faveur révoltant à cause de la réputation de son père. Dans l'expérience de Morrison, les soldats qui méritaient d'être là n'avaient pas besoin de seconde chance via des programmes d'évaluation fabriqués de toutes pièces. La première confrontation directe eut lieu lors de l'inspection initiale de l'équipement, le 2e jour. Morrison avait rassemblé les 47 soldats dans la caserne et menait des inspections méticuleuses, cherchant la moindre faille. Lorsqu'il atteignit Consinqued, il s'arrêta net et s'adressa bruyamment à toute la formation. Il déclara, la voix pleine de sous-entendus, que certains soldats recevaient des opportunités basées sur leur nom plutôt que sur leur capacité, que l'armée accordait parfois des exceptions qu'elle ne devrait pas pour des raisons politiques, et que les vrais fantassins gagnaient leur position par la performance démontrée sur le terrain, pas par héritage. Il regarda directement Consinqued tout du long, cherchant à la briser. Le silence dans la pièce était total, pesant. Consinqued maintint sa position de repos et fixa le mur derrière lui, l'expression totalement inchangée, comme si elle était seule dans la pièce. Morrison s'était attendu à une protestation, une rougeur, une réponse émotionnelle. Quand rien de tout cela ne se matérialisa, il lui dit froidement que garder son calme pendant l'inspection était le minimum requis et ne démontrait aucune capacité sous stress opérationnel. Mais il s'était assuré que chaque soldat l'ait clairement entendu et jugé. Le soldat à mi-chaîne avait été témoin de l'échange avec un malaise croissant. Elle avait remarqué lors de brèves interactions que Consinqued répondait aux questions avec un minimum de mots, mais ne semblait jamais incertaine ou défensive. Chen avait aussi observé que Consinqued bougeait différemment des autres soldats, de manière économe, fluide et délibérée, comme quelqu'un opérant par une mémoire musculaire établie depuis des années de pratique. À la fin de la première semaine, Morrison avait établi son schéma de harcèlement. Pendant l'entraînement physique, il faisait référence à voix haute aux soldats qui ne pouvaient pas respecter les standards de l'infanterie. Pendant les cours théoriques, il mentionnait le personnel incompétent qui avait fait tuer d'autres personnes parce qu'ils n'étaient pas qualifiés pour leurs assignements. Toujours calibré pour une dénégation plausible, toujours assez précis pour que tout le monde identifie la cible. Les autres instructeurs restaient silencieux, peu disposés à défier un sous-officier supérieur avec la réputation de combat et l'ancienneté de Morrison. Le point de bascule inévitable arriva lors du parcours de confiance, une séquence d'obstacles physiques conçus pour évaluer la capacité et la résilience mentale sous stress. Consinqued avait performé de manière adéquate mais sans éclat, restant volontairement dans la moyenne pour ne pas attirer l'attention. Morrison la pria par devant le peloton entier et l'informa, avec un sourire en coin, qu'il évaluerait personnellement sur l'obstacle final, une montée d'échelle de spéléologie de 10 mètres qui devait être complétée en moins de 60 secondes tout en portant une charge de combat complète. Il sourit en le disant, l'expression ne contenant qu'un défi pur et simple. Les soldats échangèrent des regards inquiets. Tout le monde comprenait ce que cela représentait. Morrison organisait une évaluation publique, une opportunité documentée de valider son jugement selon lequel elle n'avait pas sa place ici et de l'expulser. Ce que Morrison ignorait, ce qu'aucun d'eux ne pouvait savoir,
C'était que Rhys Concinqued avait grimpé des échelles de spéléologie instables en équipement complet, de nuit, avec des côtes fracturées, tout en apprenant à respirer à travers un tissu pulmonaire partiellement affaissé pour ne pas faire de bruit. Cette nuit-là, seul dans les latrines silencieuses après l'extinction des feux, Rhys s'assit par terre et toucha le tatouage sur ses côtes à travers son t-shirt de coton. Le rappel physique qu'elle avait gagné l'accès à des pieds secrètes où Morrison n'entrerait jamais, peu importe le nombre de ses déploiements. Ses mains tremblaient légèrement, non de peur, mais de cette colère froide et spécifique qui vient du fait d'être évaluée par quelqu'un opérant avec des informations catastrophiquement incomplètes. Morrison pensait qu'il s'agissait de capacités physiques. Il pensait défendre l'intégrité institutionnelle de son corps d'armée. Il ne comprenait pas qu'elle avait déjà dépassé des standards qu'il aurait brisés, lui, en 1000 morceaux. Elle repensa à la Syrie, à l'évaluation qui avait nécessité 23 mois de préparation inhumaine, à la citation classifiée pour leadership tactique sous feu soutenu. Morrison voulait prouver qu'elle ne méritait pas d'être ici. Elle avait déjà fait ses preuves dans des environnements où l'échec ne signifiait pas une mauvaise note, mais rentrer à la maison dans une housse mortuaire en plastique. Elle se leva et s'examina dans le miroir piqué. 28 ans. Des cicatrices d'un IED qui aurait dû la tuer. Elle recommençait tout à zéro parce que l'alternative était d'accepter qu'elle était finie, et elle n'était pas prête à l'admettre. Deux mains comptaient. Elle ne prouvait rien à Morrison. Ce n'était pas l'objectif. Mais les 46 soldats témoins de cette confrontation allaient recevoir une éducation gratuite sur ce à quoi ressemblait la véritable capacité, celle qui ne crie pas. Le parcours de confiance commença à 6 heures dans une chaleur déjà oppressante et humide. Morrison avait modifié l'événement final sans grande annonce préalable, changeant la montée de l'échelle pour exiger une fin en 45 secondes tout en portant le gilet tactique complet lourd, avec plaques balistiques, casque Kevlar et armes de service. Il documenta cela officiellement comme un standard amélioré nécessaire. Le lieutenant-colonel Vance avait approuvé avec une seule condition stricte. Tous les instructeurs devaient démontrer le standard modifié en premier devant les recrues. Les 47 soldats se rassemblèrent près de la tour, le souffle court, regardant Morrison se préparer. Il était fort, indéniablement, une machine physique. Portant une char de combat complète, il termina la montée en 42 secondes, respiration contrôlée, technique efficace. En descendant, il déclara clairement, le regard fixé sur Rhys, que c'était le standard que tout le monde devait respecter sans exception. Concinqued observa depuis la formation l'expression neutre. Elle avait grimpé des échelles dans des conditions bien pires, sous la pluie, sous le feu. La char ne l'inquiétait pas. Le temps imparti était agressif, certes, mais réalisable avec une technique parfaite. Morrison l'appela en premier, violant la rotation normale alphabétique. Il voulait que ce soit public, immédiat. Elle s'approcha de l'échelle, enfila l'équipement lourd sans un mot, sécurisa son fusil d'entraînement dans son dos et attendit son signal, immobile. Quand il le donna, elle bougea, et tout changea. Sa technique différait radicalement de celle de Morrison. Pas plus forte en apparence, mais infiniment plus fluide et efficace. Elle utilisait la puissance de ses jambes plus que ses bras, maintenait 3 points de contact continuellement, contrôlait sa respiration et son rythme en cadence parfaite. Elle avait appris cela durant la sélection, l'avait affiné lors d'entraînements opérationnels secrets, l'avait appliqué dans des situations où un faux pas signifiait la mort. Elle atteignit le sommet en 38 secondes. Le silence qui suivit fut absolu. On aurait pu entendre une mouche voler. Morrison fixait son chronomètre, l'expression figée entre l'incrédulité et quelque chose approchant l'alarme paniquée. Ce n'était pas censé arriver. Elle était censée lutter, transpirer, échouer lamentablement. Mais elle était là-haut, suspendue, respiration parfaitement contrôlée, le regardant avec ses yeux neutres, communiquant sans un mot qu'elle était exactement là où elle devait être. Quand elle descendit avec souplesse, Morrison, piqué au vif, appela immédiatement à une évaluation supplémentaire. Une marche commando de 6 km en charge de combat forcé. Temps standard, 60 minutes. Standard modifié par lui, 45 minutes. Il cherchait désespérément le point de rupture. Concinqued la compléta en 41 minutes, se maintenant calmement devant Morrison tout du long, sans jamais faiblir. À la 6e heure de cet acharnement, Morrison avait passé en revue chaque évaluation physique possible du programme. Concinqued avait atteint ou dépassé chaque standard avec une régularité déconcertante. Pas assez exceptionnelle pour sembler impossible aux yeux des néophytes, mais assez constant pour montrer qu'elle ne luttait pas contre l'effort. À la 7e heure, Morrison commit une erreur tactique née d'une frustration grandissante.
Il annonça que Consinqued compléterait un scénario de sauvetage au combat complexe, gérer un blessé simulé avec hémorragie massive, voie respiratoire compromise et pneumothorax sous tension, tout en coordonnant l'évacuation radio sous une contrainte de temps extrême. Il s'attendait à de l'hésitation, à des erreurs de procédure. Consinqued s'approcha du scénario, évalua la victime simulée, et ses mains bougèrent soudain avec la vitesse fulgurante de celle qui a fait cela quand les conséquences étaient réelles, quand le sang était chaud et glissant. Elle contrôla l'hémorragie en 35 secondes avec une précision chirurgicale. Elle sécurisa les voies respiratoires en 60 secondes. Elle traita le pneumothorax par décompression à l'aiguille en 90 secondes. Son appel radio simulé pour l'évacuation utilisa le format Medevac 9 lignes approprié avec des codes de brièveté autant que des soldats à l'entraînement de base n'étaient absolument pas censés connaître. Morrison la fixait, bouche bée, sa certitude se fragmentant en confusion totale. Il ne comprenait plus ce qu'il voyait. C'est alors que le lieutenant-colonel Vance apparut sur le site d'entraînement, accompagné d'un homme en civil qui se portait avec l'allure spécifique, indéfinissable mais reconnaissable, de quelqu'un du commandement des opérations spéciales de l'armée. Vance appela Morrison en privé, lui parla doucement à l'oreille, et le visage de l'instructeur se vida instantanément de ses couleurs. Vance s'adressa ensuite à la formation avec le ton solennel réservé aux annonces officielles. Elle déclara qu'en raison d'exigences administratives prioritaires, le sergent de première classe Consinqued quittait le cycle d'entraînement avec effet immédiat pour réaffectation urgente des tâches spécialisées. L'homme en civil s'approcha de Consinqued et parla assez doucement pour que Solel et Morrison, tétanisés, puissent entendre. Il mentionna que son évaluation de rééducation était terminée en avance, que ses performances avaient dépassé tous les repères médicaux les plus stricts et qu'elle était autorisée à reprendre son affectation précédente immédiatement. Puis il dit quelque chose qui cristallisa la confusion de Morrison en une compréhension horrifiée. Il déclara que son statut opérationnel avec le Combat Application Group était officiellement réactivé. Morrison avait l'air d'avoir été frappé en plein visage par un objet contondant. Consinqued maintint son expression neutre, mais quelque chose changea subtilement dans sa posture. Pas du triomphe arrogant, mais du soulagement profond. Elle avait réussi leur évaluation impossible. Elle retournait au travail, au vrai travail. Vance continua après avoir rompu la formation pour que tout soit clair. Elle mentionna que le sergent de première classe Consinqued avait servi avec distinction dans l'unité d'opération spéciale la plus prestigieuse et secrète de l'armée, qu'elle détenait une Bronze Star avec le dispositif V et une Purple Hat, toutes deux pour des actions héroïques qui restaient classifiées. Elle mentionna que le lieutenant-général Robert Consinqued avait été son père, certes, mais que Rhys Consinqued avait gagné sa propre réputation par la capacité démontrée et le sang versé, plutôt que par l'héritage. Morrison avait passé 2 semaines à humilier publiquement quelqu'un qui avait opéré à des échelons auxquels il ne pourrait jamais accéder, même en rêve. Consinqued le regarda une dernière fois, et il vit le moment précis où elle décida qu'il ne valait même pas ses mots. Elle ne parla pas. Elle n'en avait pas besoin. Ses actes avaient hurlé la vérité. Après la dispersion des soldats, Chen s'approcha de Consinqued, intimidé, pour s'excuser de ne pas avoir parlé plus tôt, de ne pas l'avoir défendu. Consinqued la regarda avec quelque chose approchant de la chaleur humaine et déclara doucement qu'il n'y avait rien à excuser. Elle expliqua que la leçon ne la concernait pas elle. Il s'agissait de comprendre que les suppositions étaient tactiquement dangereuses et que les gens les plus silencieux possédaient parfois l'expérience la plus pertinente et la plus létale. 4 jours plus tard, Morrison, brisé dans ses certitudes, demanda sa réaffectation. Il passerait 96 heures à rejouer en boucle chaque interaction, chaque commentaire public stupide. Vance accepta la demande sans le moindre commentaire. Rhys Consinqued se présenta à Fort Liberty la semaine suivante. Son unité l'accueillit avec le professionnalisme calme et fraternel caractéristique des gens qui opèrent au-delà des structures de commandement conventionnelles. Elle était de nouveau opérationnelle, prête à disparaître dans l'ombre. Chen reçut un bref email de Consinqued 10 jours plus tard. Il disait simplement que la capacité se manifestait sous des formes que les gens ne reconnaissaient pas toujours, et que remettre en question l'autorité quand quelque chose semblait faux était plus difficile que de rester silencieux, mais généralement correct. Consinqued retourna à un travail de l'ombre qui ne générait aucune reconnaissance publique. Le tatouage sur ses côtes ne faisait plus mal. C'était simplement un rappel qu'elle avait gagné sa place parmi l'élite. Elle le toucha une fois avant sa première opération de retour. Une reconnaissance privée, intime, puis elle se concentra totalement sur le briefing de mission. Le travail l'attendait.
Si cette histoire de résilience, de force tranquille et de justice silencieuse vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Cohésion Interne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires poignantes de vétérans et de soldats d'élite. À bientôt pour une nouvelle mission.